Le jardin avait toujours été l'excuse de Géraldov pour éviter le club de lecture de sa femme. Chaque samedi matin, tandis que Myriam recevait 3 autres femmes qui disséquaient des romans, Gérald enfilait ses bottes en caoutchouc et disparaissait dans l'étroite bande de terre derrière leur maison mitoyenne. Il ne cultivait rien de remarquable. Quelques courgettes, quelques rangées de haricots verts, et de la menthe qui ne cessait de s'échapper de son pot, mais le fait de creuser était l'essentiel. La résistance de la terre argileuse, l'odeur nette de la terre retournée, et le bruit sourd satisfaisant de la bêche. C'était le 3e samedi d'octobre lorsque la bêche heurta quelque chose qui n'était pas une pierre. Gérald avait appris à distinguer les sons, le craquement sec du silex, le choc sur une racine enfouie, le cliquetis creux d'une vieille pipe en argile. Ce n'était rien de tout cela. C'était une résonance claire, presque musicale, qui remonta le long du manche jusqu'à ses paumes, et cela l'arrêta net. Il s'accroupit et dégagea la terre avec ses doigts, comme il avait vu faire les archéologues à la télévision. À quelques centimètres de profondeur, la terre céda un petit objet ovale, sombre de ternissure et de terre compactée, suspendu à ce qui semblait être une chaîne si fine qu'il la prit presque pour une racine. Il l'essuya sur son pantalon, le leva à la lumière grise d'octobre, et ressentit le premier frisson étrange de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Myriam tint le collier sous le robinet de la cuisine, frottant doucement avec son pouce, et la ternissure s'effaça pour révéler un éclat doré mat et la forme indéniable d'un pendentif ovale, à peu près de la taille d'une pièce. Sur une face, une petite pierre incrustée, rouge profond, peut-être un grenat, entouré d'une bordure de minuscules points en relief. Au revers, des marques qui pouvaient être des lettres, ou quelque chose de plus ancien que des lettres. « Apporte-le à quelqu'un », dit Myriam en le posant sur l'égouttoir. Le lundi, Gérald l'apporta chez Acriment et Fils, dans Parliament Street, le genre de boutique qui avait encore une clochette au-dessus de la porte et des coussins de velours dans la vitrine. Il y avait acheté la bague de fiançailles de Myriam 26 ans plus tôt, au père. Désormais, c'était le fils. David Acriment, la cinquantaine, lunettes demi-lune, avec la manière soigneuse et posée d'un homme qui avait manipulé les objets précieux des autres toute sa vie. Gérald posa le pendentif sur le comptoir en verre et ne dit rien, curieux de voir ce qu'un professionnel en penserait. David Acriment le prit, le tourna une fois, puis le reposa, enleva ses lunettes et regarda Gérald avec une expression qui n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Ce n'était pas la curiosité polie d'un homme examinant un bibelot, mais quelque chose de bien plus réservé. « Où avez-vous trouvé ceci ?» demanda Acriment. Sa voix était calme, mais il y avait dans le silence qui suivit une qualité qui fit se redresser légèrement Gérald. Il explique quoi. Acriment écouta sans l'interrompre, ce qui était en soi inhabituel. Dans l'expérience de Gérald, les bijoutiers parlaient sans cesse, remplissant le silence d'estimation et de rassurance. Acriment ne dit rien avant qu'il ait terminé. Puis il demanda s'il pouvait emmener le pendentif à l'arrière. Gérald attendit au comptoir pendant près de 15 minutes. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait entendre le léger tic des instruments composés, le froissement de ce qui devait être des livres de référence. Quand Acriment revint, il tenait une loupe de bijoutier et une feuille de papier sur laquelle il n'avait rien écrit. La chaîne est en or 18 carats, dit-il, ce qui n'est pas particulièrement ancien ni inhabituel, mais le pendentif est autre chose. Il posa la loupe sur le comptoir. Le travail du métal sur la bordure, ces points en relief, s'appelle la granulation. Une technique très spécifique. Certains artisans anciens l'utilisaient, et elle a en grande partie disparu après la chute de Rome. Elle est brièvement réapparue au début du XIXe siècle, lorsqu'il y avait une mode pour les bijoux archéologiques, largement portée par un orfèvre romain nommé Castellani. Mais ceci ne ressemble pas à une reproduction de Castellani. La granulation est trop irrégulière, réalisée à la main sans outils modernes. Quel âge a-t-il ? Demanda-t-il. Acriment réfléchit avec un soin visible. C'est précisément ce que nous devons découvrir. Le problème, expliqua Acriment, ne concernait pas seulement l'âge. Si le pendentif était simplement ancien, victorien, par exemple, ou même géorgien, il aurait pu donner une estimation et renvoyer Gérald. La question résidait dans la combinaison des caractéristiques, la technique de granulation, la pierre incrustée qui, sous la loupe, semblait être non pas un grenat mais une cornaline rouge polie, une pierre prisée dans l'Antiquité méditerranéenne et les marques au revers, qu'Acriment avait provisoirement identifiées non pas comme des lettres, mais comme une série de symboles ressemblant à une ancienne écriture toscane. « Je veux être prudent ici, » dit Acriment. « Je suis joaillier, pas archéologue. Je peux me tromper. La pièce pourrait être une imitation plus tardive. Il y avait des modes au XIXe siècle pour ce genre d'objet, et certaines reproductions étaient extraordinairement réussies. » Il reprit le pendentif, l'inclinant sous la lampe de son établi. « Mais si ce n'est pas une imitation, et qu'il est resté enterré à 15 cm sous votre jardin à Ariat pendant un certain temps, alors cela soulève des questions auxquelles je ne suis pas qualifié pour répondre. » Gérald demanda ce qu'il devait faire. « Ne le vendez pas, » dit immédiatement Arian. Et c'est la rapidité de cette réponse qui marqua Gérald. En traversant la ville avec le pendentif dans la poche de son manteau, il repensait à cet ordre bref, immédiat, prononcé avec la gravité d'un homme qui avait vu quelque chose dont il ne voulait pas assumer la mauvaise gestion. Gérald n'était pas un homme à chercher des significations cachées.
Il avait passé 30 ans comme ingénieur civil. Il croyait aux données observables, aux calculs et à la fiabilité monotone des faits. Mais ce soir-là, assis à la table de la cuisine avec le pendentif sous la lampe de lecture de Myriam, il se sentit affecté d'une manière qu'il ne pouvait pas rationaliser. Le travail artisanal était, même pour son œil non entraîné, extraordinaire. Chaque minuscule granule du bord était parfaitement sphérique, pas plus grand qu'un grain de sable, fixé à la surface sans soudure visible. Il s'était renseigné sur Castellani après avoir quitté Acriman, et les bijoux de reproduction de cette période avaient une certaine affectation, une perfection un peu trop étudiée, faite pour impressionner. Celui-ci était différent. Il avait une simplicité, comme s'il n'avait pas été conçu pour démontrer une habileté, mais simplement parce que l'artisan ne savait pas travailler autrement. Myriam était assise en face de lui, ne lisant rien, l'observant. « Tu vas approfondir cette histoire, dit-elle. Ce n'était pas une question. Le lendemain matin, Gérald contacta le musée du Yorkshire. L'agent de liaison du département des Antiquités, une femme vive et pragmatique nommée Dr Sarah Okafor, accepta de le recevoir dans la semaine. Lorsqu'elle arriva, elle examina le pendentif avec la concentration maîtrisée de quelqu'un habitué à ne pas révéler ses pensées avant d'être certaine. Puis elle le posa, croisa les mains et lui expliqua qu'en vertu du Treasure Act de 1996, il était probablement obligé de déclarer sa découverte. « Pourquoi probablement ?» demanda Gérald. « Cela dépend, répondit-elle, de ce que c'est réellement. » Ce qui suivit fut 6 mois de patience, chose que Gérald possédait, et d'incertitude administrative, que Myriam supportait moins bien. Le pendentif fut confié à l'équipe des antiquités portables du musée pour analyse. Un métallurgiste, un spécialiste des lettres classiques et un expert du commerce méditerranéen pré-romain furent impliqués à différents moments. Gérald reçut des lettres officielles,